Fidèles téléspectateurs de Cherif la télévision, bienvenue au diapason de l'actualité nationale et internationale. Nous sommes donc vendredi 21 octobre 2025. Soyez les bienvenus en direct sur Cherif la télévision. C'est parti pour le journal. La société d'exploitation de la mine d'or de Sadiola a gracieusement offert un scanner et des kits sanitaires composés de dialyse, entre autres, à l'hôpital Fousséni Dao de la première région administrative du Mali. La cérémonie officielle de remise a eu lieu le jeudi 6 novembre 2025 dans l'enceinte du hôpital en présence du gouverneur de la région ainsi que les responsables de la société minière. On fait le point avec Amadou Kamara. Cette cérémonie de remise officielle des scanners et des kits de dialyse à l'hôpital Fousséni Dao de Kaï est une initiative de la société CEMOS de la mine d'or de Sadiola en vue d'aider cette structure sanitaire dans la prise en charge de certaines maladies au niveau de la région de Kaï. Cet événement marque une étape majeure dans le développement de l'hôpital Fousséni Dao de Kaï et dans l'amélioration de la qualité des soins offerts à notre population. Notre vision est de faire de l'hôpital Fousséni Dao de Kaï un hôpital de référence, un hôpital accueillant, un hôpital performant et pleinement au service de la population à l'horizon 2029. Nous voulons que chaque patient, chaque famille qui franchit nos portes se sente en confiance, écoutée et prise en charge avec professionnalisme et humanité. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, une telle ambition ne peut se réaliser sans l'union des forces et la contribution de tous. C'est ensemble, autorités, partenaires, personnel de santé et communauté que nous construirons l'hôpital excellent que mérite la région de Kaï. C'est pourquoi je tiens à exprimer nos sincères remerciements à la société CEMOS SA. Grâce à son appui généreux, notre hôpital est aujourd'hui doté d'un scanner moderne et de kits de dialyse. Des équipements qui sont essentiels et qui permettront de sauver des vies, d'améliorer le diagnostic et de soulager la souffrance de nombreux patients. Les responsables de la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola, CEMOS SA, par ce geste, entendent jouer pleinement leur rôle dans la santé humaine de la région de Kaï, avec ses équipements de dernière génération d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA. L'unité de scanner Hitachi Supra 6454, barrettes et accessoires dotée d'un second poste et des films que nous inaugurons ce matin a coûté la somme de 557 890 000 francs CFA, tout taxe compris, auquel s'ajoute un lot de médicaments d'une valeur de 6 millions de nos francs. L'acquisition de ces équipements médicaux ultramodernes fait suite à une demande du directeur de l'hôpital Fousséni Dao, appuyé par le gouverneur de la région, qui a pris la peine de solliciter notre direction générale afin de rendre possible la prise en charge des malades et l'amélioration des conditions de diagnostic à travers l'imagerie médicale. Désormais, avec ces deux unités spécialisées, équipées d'appareils de technologie de pointe, la Direction générale, la CEMOS et le groupe Allianz entendent apporter leur modeste contribution qui viennent en appui aux efforts du gouvernement pour assurer et garantir une meilleure santé aux populations à moindre coût. Toute chose qui honore le chef de l'exécutif régional qui n'a pas manqué d'exprimer sa joie et sa satisfaction. Selon lui, ce don d'une importance capitale va combler le déficit qui existe dans la région de Kaï en matière de santé. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise officielle du scanner et des kits de dialyse à l'hôpital Fousséni Dao de Kaï, gracieusement offert, financé par la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola CEMOS SA. Je voudrais ensuite rappeler que la remise de ces scanners et des kits de dialyse d'une valeur d'environ 600 millions, je dirais ainsi,
est loin d'être une action isolée. Elle vient bien au contraire allonger la longue liste des donations de la CEMOS au profit des communautés non seulement impactées par les activités minières, mais aussi au bénéfice de l'ensemble de la région et dans divers domaines, notamment l'éducation, la santé, l'hydraulique, sport, transport, formation, emploi, ainsi que de nombreux appuis aux activités socio-culturelles de la région. L'acquisition de ces scanners représente une avancée technologique et médicale considérable pour l'hôpital Fousseini Dao, qui devient ainsi l'un des hôpitaux les mieux équipés du Mali en matière de diagnostic par imagerie. Rappelons que cette importante donation, initiée par les responsables de la société mine d'or de Sadiola, CEMOS SA, d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA, va désormais aider l'hôpital ainsi que les autorités sanitaires de la région de Kaï dans la prise en charge de certaines maladies et mettre fin définitivement à l'évacuation des patients vers d'autres horizons. La cérémonie a pris fin par la remise officielle de ces kits et la visite des locaux. Alors, j'ajoute que le coût estimatif de ce don est de 500 millions de nos francs, gracieusement offert par la société minière Sadiola CEMOS SA. L'actualité hors de nos frontières, Faure Gnassingbé rencontre Vladimir Poutine à Moscou. Donc l'objectif est de renforcer la coopération entre le Togo et la Russie. Sécurité, commerce, énergie et éducation sont au cœur de cette rencontre. On fait le point avec Amadou Kamara. Le président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé, est arrivé à Moscou pour une visite officielle très attendue. C'est sa première rencontre en tête-à-tête avec son homologue russe, Vladimir Poutine, depuis 6 ans. Prévu ce mardi 19 novembre 2025 au Kremlin, cet entretien au sommet vise à consolider et à élargir un partenariat bilatéral en pleine accélération, dans un contexte de rapprochement croissant entre la Russie et le continent africain. L'agenda des deux chefs d'État est particulièrement dense. Les discussions se concentreront, comme l'indique la source officielle, sur le renforcement de la coopération, notamment en matière de paix et de sécurité régionale. Cette dimension prend un relief particulier quelques mois après la ratification en octobre 2025 d'un accord cadre de coopération militaire entre Lomé et Moscou. Ce pacte stratégique prévoit des exercices conjoints, des programmes de formation, un échange de renseignements et une assistance médicale d'urgence. Au-delà des questions sécuritaires, Faure Gnassingbé et Vladimir Poutine aborderont l'élargissement de leur partenariat dans une variété de secteurs prioritaires, allant de la diplomatie au commerce. L'agriculture, l'énergie, la sécurité alimentaire et la formation sont également au cœur des préoccupations. Ce désir de diversification est clairement affiché par Lomé, qui considère comme nécessaire de discuter avec tous les grands acteurs mondiaux, comme par exemple Washington, Paris et Moscou, selon une source proche du pouvoir. Le renforcement du capital humain est l'un des acquis les plus visibles de cette coopération récente. Le nombre de bourses d'État octroyées aux étudiants togolais par la Russie a connu une hausse spectaculaire, passant d'une dizaine il y a 2 ans à 86 pour l'année académique 2024-2025. Cette visite de haut niveau s'inscrit dans une dynamique d'intensification des initiatives diplomatiques russes sur le continent africain. Au Togo, ce rapprochement a été initié dès 2018 avec la visite à Lomé de Mikhail Bogdanov, représentant spécial du président russe pour l'Afrique. Les échanges bilatéraux se sont accélérés depuis, illustrés également par l'intention, citée par l'agence russe TASS, d'ouvrir une ambassade russe au Togo. La rencontre devrait donc permettre non seulement d'identifier de nouvelles perspectives de partenariat pour le Togo, mais aussi de contribuer au renforcement de la présence de Moscou en Afrique de l'Ouest. Pour Faure Gnassingbé, il s'agit de consolider les acquis dans les domaines stratégiques et éducatifs, tout en réaffirmant la stratégie togolaise de diversification de ses alliances sur la scène internationale. Les deux dirigeants examineront enfin des questions internationales d'intérêt commun, dont le changement climatique et les objectifs de développement durable. C'était plutôt la voix de Kadia Traoré, laquelle qu'on retrouve tout de suite sur ce dossier. Direction la Guinée-Bissau qui s'apprête à voter dans un climat très lourd où les tensions politiques n'ont jamais semblé aussi vives depuis des années, avec donc l'exclusion
de l'opposition historique, le scrutin apparaît profondément déséquilibré, donc ce qui renforce la position déjà avantageuse du président sortant Umaro Sissoco Embalo Kadija Traoré. Les Bissau-Guinéens se rendent aux urnes ce dimanche 23 novembre pour élire leur président et leurs députés. Malgré un bilan mitigé et une instabilité politique chronique, le président sortant, Umaro Sissoco Embalo, fait figure de grand favori pour remporter un second mandat consécutif. Un exploit inédit dans le pays depuis 1994. Cependant, la dynamique de la course a été profondément affectée par l'exclusion du principal opposant, Domingos Simões Pereira, et de son parti, le PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. La Cour suprême a rejeté la candidature de M. Pereira ainsi que celle de la coalition autour du PAIGC pour les législatives pour dépôt jugé tardif. L'opposant dénonce une manipulation et remet en question la légitimité d'Embalo, estimant que son mandat a expiré en février dernier. Cette exclusion place le président sortant en position de force pour remporter la victoire, d'autant qu'il a pu mener sa campagne sans les restrictions opposées par ses adversaires. Face à lui se présente notamment l'ancien président José Mario Vaz 2014-2020 et l'opposant Fernando Dias. Le premier quinquennat d'Umaro Sissoco Embalo a été jalonné de turbulences malgré une croissance économique notable avoisinant les 5%. Depuis son investiture, le pays a connu plusieurs tentatives de coup d'État et de subversion. La dernière en date a été déjouée par l'armée fin octobre, juste avant l'ouverture de la campagne. De plus, le mandat a été marqué par la dissolution du Parlement en décembre 2023, alors qu'il était dominé par l'opposition, permettant à Embalo de gouverner par ordonnance. Ces actions ainsi que le report des élections soulignent l'instabilité persistante qui ronge ce pays d'Afrique de l'Ouest. Pour la population, l'enjeu principal de cette élection est la stabilité. La Guinée-Bissau, avec ses 2,2 millions d'habitants, est l'un des pays les plus pauvres au monde, avec près de 40% de sa population vivant sous le seuil de pauvreté. Elle est également connue comme une plaque tourmente du trafic de drogue entre l'Amérique latine et l'Europe, une activité florissante alimentée par la longue instabilité politique. Les citoyens réclament du prochain président des améliorations concrètes en matière de santé, d'éducation, d'infrastructures, d'emploi et de lutte contre la corruption. Malgré le calme apparent de la campagne, l'Institut des études de sécurité et d'autres experts redoutent que l'exclusion du PAIGC ne soit un facteur de déstabilisation pouvant entraîner, comme en 2019, des allégations d'irrégularité post-scrutin. En Guinée-Bissau, les problèmes politiques ont en effet souvent tendance à éclater après les élections. Et voici la suite de l'actualité étrangère succinctement commentée par Moussa Fomba. Regardons cette en image en plus bref. Escalade de la violence, le président nigérian place les forces de l'ordre en alerte maximale. Cela a été fait en réponse aux récentes attaques perpétrées dans différentes régions du pays selon un communiqué du ministère nigérian de l'information. Bola Ahmed Tinubu a ordonné à tous les services de sécurité de poursuivre, neutraliser et démanteler activement les réseaux terroristes et criminels à travers le pays, a indiqué le ministre de l'information Mohamed Idriss, assurant aux Nigérians que le sauvetage des lycéennes de Kébi enlevées demeure une priorité nationale absolue. Plus tôt, dans l'attente d'informations complémentaires sur la situation sécuritaire, Bola Ahmed Tinubu avait reporté son voyage prévu à Johannesburg en Afrique du Sud au sommet du G20 et son déplacement en Angola. Ces derniers jours, le pays a été marqué par des attaques terroristes. Le 18 novembre, dans l'état de Kwara, des hommes armés ont attaqué une église durant la messe, tuant 2 personnes. Dans la nuit du 16 au 17 novembre, 24 lycéennes ont été enlevées par des hommes armés dans l'état de Kébi. Le 14 novembre, 4 militaires ont été tués, dont le général de brigade Moussa Ouba, dans une embuscade tendue par les combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, dans l'état de Borno. Les informations diffusées par les médias occidentaux concernant des modifications apportées au plan américain de résolution du conflit ukrainien sont fausses, a déclaré Rustem Umerov, secrétaire à la sécurité nationale et à la défense de l'Ukraine et ancien ministre de la Défense,
Plus tôt, vendredi, le Wall Street Journal a rapporté, citant un responsable américain, que l'Ukraine avait apporté des modifications importantes à la disposition du plan américain qui était censé exposer la corruption au sein des autorités de Kiev. Selon le plan américain, rendu public par les médias occidentaux, les États-Unis et d'autres pays reconnaîtraient la souveraineté de la Russie sur la Crimée et le Donbass, ainsi que sur d'autres territoires dont l'Ukraine renoncerait à ses revendications. En échange, Kiev recevrait des garanties de sécurité de la part des États-Unis et de l'Europe. Les zones dont l'Ukraine se retirerait seraient considérées comme démilitarisées. L'armée ukrainienne serait considérablement réduite et privée d'armes à longue portée. Le plan prévoit également l'interdiction de l'utilisation du territoire ukrainien par des troupes étrangères et désigne le russe comme la langue nationale. D'après Bloomberg, le plan prévoit en outre la levée des sanctions imposées à la Russie. Le président américain Donald Trump pourrait mettre fin à toutes les poursuites pour corruption visant Volodymyr Zelensky et ses associés s'il acceptait le nouveau plan de paix proposé par Washington, a rapporté l'agence de presse Strania. Selon ce média, Trump serait capable d'utiliser l'influence américaine sur le Bureau national anticorruption et le parquet spécialisé anticorruption ukrainien pour atteindre cet objectif. Il a également été indiqué que si le plan de paix était accepté, Trump pourrait autoriser Zelensky à prendre des mesures répressives contre ses opposants politiques en Ukraine. Strania a ajouté qu'en échange de son accord sur ce plan, Zelensky pourrait recevoir des garanties de sécurité de la part de Trump s'il choisissait de quitter ses fonctions. D'après les détails du plan américain divulgué aux médias occidentaux, les États-Unis et d'autres pays reconnaîtront la souveraineté de la Russie sur la Crimée, le Donbass et d'autres territoires que l'Ukraine céderait. En contrepartie, Kiev recevra des garanties de sécurité américaines et européennes. Une zone démilitarisée sera créée dans les régions d'où les troupes ukrainiennes se retireront. Selon Axios, la ligne de contact entre les parties dans les régions de Kherson et Zaporijia sera gelée et la Russie restituera certains territoires à l'Ukraine. La Russie a apporté un soutien considérable à l'Iran lors du conflit militaire avec Israël en juin et la coopération en matière de défense entre Moscou et Téhéran s'en est trouvée renforcée, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi au magazine The Economist dans une interview. Les Russes nous ont beaucoup aidés pendant la guerre de 12 jours et depuis nous avons renforcé notre coopération. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes encore mieux préparés à un conflit potentiel que lors de la guerre précédente, a-t-il déclaré. Interrogé sur le sens de son expression encore mieux préparé, le chef de la diplomatie iranienne a répondu: nos missiles sont mieux positionnés tant en quantité qu'en qualité. Nous avons tiré de nombreux enseignements de la guerre de 12 jours. Nous avons identifié nos points faibles et nos points forts, ainsi que les faiblesses israéliennes. Nous avons travaillé sur ces aspects et nous sommes parfaitement préparés, voire mieux que la dernière fois. Cela ne signifie pas que nous voulons la guerre. Comme vous le savez, le meilleur moyen de prévenir une guerre est d'y être préparé, a-t-il déclaré. Araghchi a ajouté que les actions de l'Occident avaient incité l'Iran à coopérer encore plus activement avec la Russie et la Chine. Ce sont les pays occidentaux qui nous ont fait comprendre que la Chine et la Russie étaient de meilleurs amis qu'eux, a-t-il déclaré. C'est ainsi que se referme cette tranche d'actualité que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Donc, comme tous les jours, ne partez pas d'un moment à l'autre, vous retrouverez Lala Kouyaté pour la version en langue nationale. Bamouanankan, sachez que l'actualité se poursuit toujours. Demain, on se retrouve ici, même air, même plateau. À très bientôt.